Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de notre TP02 pour le cours CY110 par Jennifer Cartois et Diany Péou. Merci. Nous nous sommes mis dans la peau de la compagnie Cyber Solutions, une compagnie qui est spécialisée en gestion de cyber-incidents, évaluation de risques, prévention et gestion de crise. Notre mandat: nous avons été contactés par l'Université polytechnique de Montréal à la suite d'un événement selon lequel un professeur, M. Labbé, est convaincu que son ordinateur a été piraté et il pense que les copies de son examen ainsi que les corrigés ont été copiées et ou déplacées. Nous allons donc devoir enquêter de façon impartiale et respectueuse afin de pouvoir confirmer ou non les soupçons de l'université. La première étape a été de faire l'analyse de l'ordinateur soupçonné d'avoir été piraté. Donc, lors du démarrage de la machine, on s'est aperçu que tout d'abord, l'antivirus existant n'était pas à jour. Donc, on a commencé par refaire les mises à jour complètes de la machine. Ensuite, on a pu faire un scan complet afin de vérifier les dernières données, les derniers mouvements qui ont pu être faits sur l'ordinateur. On s'est rendu compte, en effet, qu'il y avait eu des téléchargements suspicieux. En analysant l'ordinateur de M. Labbé, nous avons découvert qu'un enregistreur de frappe nommé Real-Time Spy avait été installé sur le poste de travail. Un enregistreur de frappe ou keylogger est un logiciel qui permet entre autres d'enregistrer toutes les frappes au clavier, donc d'obtenir des informations confidentielles comme les mots de passe. Il peut aussi accéder aux fichiers et dossiers du poste de travail et obtenir des captures d'écran. C'est un logiciel qui en soi est utilisé de façon légitime, par exemple comme surveillance parentale, mais est plus souvent utilisé pour des raisons frauduleuses. Il existe plusieurs formes d'enregistreurs de frappe, soit matériel, sous la forme d'un dispositif USB, ou logiciel, qui peut être installé physiquement sur l'ordinateur ou à distance par l'envoi d'un courriel d'hameçonnage. En questionnant M. Labbé, il nous mentionne avoir reçu un courriel du service informatique de l'Université afin de procéder à la mise à jour de l'application VIA. Le service informatique nous confirme qu'aucun déploiement de mise à jour n'a été fait récemment, donc nous avons fait l'analyse du courriel en question. D'abord, nous avons rapidement découvert qu'il s'agissait d'une fausse adresse courriel ne provenant pas de l'université, puisqu'il ne possédait pas le nom de domaine polymtl.ca. De plus, l'attachement portait bien le nom via.exe, mais n'arborait pas le logo officiel et le fichier était beaucoup plus volumineux. Nous avons donc déterminé que c'est en téléchargeant ce fichier que l'enregistreur de frappe s'est installé sur l'ordinateur de M. Labbé. Nous avons ensuite fait l'analyse de l'entête électronique du courriel, aussi appelé Email Header. Nous avons pu trouver une adresse IP qui provenait du serveur de l'université. Ensuite, avec l'adresse IP, nous avons procédé aux commandes ping et ARP afin de trouver l'adresse MAC et ainsi trouver le poste de travail utilisé pour envoyer le courriel. Avec les informations recueillies, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un ordinateur du laboratoire de l'université qui peut être utilisé par tous les étudiants avec une réservation préalable.
Une fois que nous avons ciblé l'ordinateur utilisé, nous avons fait des vérifications croisées afin de déterminer qui utilisait ce poste de travail lors de l'envoi du courriel à M. Labbé. Selon les informations recueillies, notre suspect, qu'on appellera Sean, serait derrière l'envoi du courriel d'hameçonnage. Nous avons aussi vérifié l'historique de navigation durant la période en question afin de trouver des pistes de recherche pour notre enquête. L'historique de navigation démontre que plusieurs recherches sur Google ont été faites, des forums de discussion visités, des vidéos YouTube et TikTok visionnées, tous en lien avec l'utilisation et l'installation d'enregistreurs de frappe. Maintenant que nous avons le nom d'un suspect potentiel, nous avons continué nos recherches sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook. Nous avons d'abord visité le profil de Sean. Plusieurs indices ont été trouvés, dont une conversation sur un groupe d'étudiants de la Polytechnique où Sean sous-entend pouvoir aider ses coéquipiers avec ses talents de magicien et va même jusqu'à partager une vidéo TikTok d'un hacker influenceur expliquant les attributs d'un keylogger. De plus, on retrouve sur sa page un pseudonyme particulier. En faisant une recherche Google de ce pseudonyme, nous avons retrouvé une publication sur le site de questions-réponses Quora où l'utilisateur au pseudonyme particulier demande comment installer un enregistreur de frappe à distance. Jusqu'à maintenant, tous ces indices incriminent notre suspect Sean. Au terme de l'enquête, il apparaît que de nombreuses infractions ont été commises. Les étudiants s'exposent donc à des accusations d'actes criminels, par exemple, selon les dispositions prévues à cet effet au Code criminel du Canada, soit par exemple les articles 342, utilisation non autorisée d'ordinateur, l'article 380 concernant la fraude et l'article 430 concernant les méfaits à l'égard des données informatiques. Également, au niveau du règlement interne de la Polytechnique, les articles 9 et 9.1 parlent du plagiat et de la tricherie ainsi que des conséquences qui s'y rapportent. On pourrait également invoquer la loi canadienne anti-pourriel et certains articles du Code civil parlant de la vie privée, soit les articles 35 et 36. En conclusion, nous avons amassé de nombreuses preuves au cours de notre enquête. Les accusations et les soupçons portés par le professeur et la direction de la Polytechnique semblent fondés. Il en revient donc maintenant à la Polytechnique de choisir si elle souhaite ou non poursuivre le ou les étudiants impliqués et de porter des accusations. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.